numérique adaptée aux réalités du secteur privé agro-industriel. Mamadou Fani nous en parle. La technologie s'impose aujourd'hui comme une voie incontournable dans tous les secteurs d'activité et l'entrepreneuriat n'est pas en marge de cette nouvelle configuration du monde. C'est dans ce cadre que se tient la 6e édition de la journée annuelle de l'entreprise privée. Le thème de cette édition est la digitalisation au service de la chaîne de valeur agro-industrielle. Cissé Aminata Traoré, secrétaire permanent du Conseil supérieur du secteur privé. Cette rencontre vise avant tout à offrir un cadre d'échange pratique autour des contraintes rencontrées par des acteurs de terrain, notamment les insuffisances organisationnelles au sein des filières, les difficultés de coordination entre production, transformation et commercialisation, la faible circulation de l'information économique et technique et les limites dans l'utilisation des outils numériques existants. Moussadek Bali, président du Conseil national du patronat du Mali. La digitalisation de la chaîne de valeur agro-industrielle doit être appréhendée de manière globale, depuis l'amont jusqu'à l'aval. Elle concerne notamment l'utilisation d'outils numériques pour améliorer l'accès des producteurs aux intrants et surtout pour donner des données climatiques et des conseils agricoles. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, malheureusement, nous subissons les effets dévastateurs du changement climatique. Deux panels constituent le plat de résistance de cette journée. Il s'agit de la digitalisation de la production et la transformation agro-industrielle et la digitalisation de la distribution et des marchés. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est une journée qui doit nous permettre de réfléchir sur l'ensemble des paramètres et des pesanteurs qui pèsent sur le développement de l'entreprise. L'entreprise qui est en charge de créer la production, l'entreprise qui est en charge de créer les emplois et l'entreprise qui est en charge de créer la richesse dans notre pays. Donc c'est une journée pleine de significations et de symboles et doit permettre au pouvoir public, au secteur privé de se concerter, d'échanger sur les perspectives de développement, mais aussi sur les contraintes et les défis auxquels les entreprises sont confrontées dans notre pays. La diversité des thématiques abordées témoigne ainsi de l'intérêt croissant du secteur privé pour l'innovation. Des innovations s'imposent également dans la lutte contre la corruption pour une meilleure dynamique de promotion de la bonne gouvernance et de la transparence. Le secrétariat permanent de la stratégie nationale de lutte contre la corruption vient d'organiser une session d'appropriation de cette stratégie et de son plan d'action. Le but est de renforcer la compréhension des acteurs publics sur les mécanismes de prévention et de lutte contre ce phénomène nuisible. Le point avec Aliou Abdoulaye Touré. Le document de stratégie nationale de lutte contre la corruption est un ouvrage de 90 pages. Il est structuré en 4 axes principaux qui sont la gouvernance et réforme, la prévention des faits de corruption, la répression et la communication. Les participants sont réunis pour une large vulgarisation et appropriation du contenu du document. Dr Aboubakar Konaté est secrétaire permanent de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Au regard de l'ampleur de ces phénomènes et de ses effets néfastes, il retient l'attention des décideurs désormais, des organisations de la société civile, mais aussi des secteurs privés. Et c'est ce qui fait que depuis septembre 2023, nous disposons désormais de ce document-là. Une chose, c'est de l'avoir, mais nous avons estimé qu'une autre chose, c'est de vraiment partager le contenu avec les acteurs qui sont impliqués dans sa mise en œuvre. Dieudonné Sagara est directeur de cabinet du gouverneur du district de Bamako. Le processus engagé pour la refondation de notre État est irréversible. Un des piliers de cette refondation est assurément la lutte contre la délinquance financière sous toutes ses formes, soutenue par la culture d'une conscience citoyenne face au bien public. L'objectif global de la session est de renforcer la compréhension et l'appropriation du document de stratégie nationale de lutte contre la corruption dans le but de favoriser une mise en œuvre des mesures de prévention et de répression de la corruption.
13 heures passées de 6 minutes, voyons ce qui fait la une hors de nos frontières. Au Nigeria, le président américain Donald Trump a averti hier les autorités qu'il pourrait autoriser de nouvelles frappes si des chrétiens continuaient d'être tués dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Les États-Unis avaient mené en décembre dernier des frappes contre des militants du groupe État islamique Daesh dans la région de Sokoto au nord-ouest du Nigeria. Une opération que le chef de l'État américain avait qualifiée de cadeau de Noël à Daesh. De son côté, Abuja avait indiqué qu'il s'agissait d'une opération conjointe visant des terroristes sans lien avec une religion particulière. Au Soudan, après la conquête du Darfour par les forces de soutien rapide, une bataille décisive se joue dans les plaines de Kordofan pour le contrôle du centre du Soudan. Hormis une seule route d'approvisionnement, la ville d'El Obeid est cernée dans un rayon de 40 à 50 km par les milices paramilitaires. Elle abrite encore plus d'1 million d'habitants, dont une majorité de civils déplacés par les combats depuis les 4 coins du monde. Et en Ouganda, les électeurs sont appelés aux urnes le 15 janvier prochain pour élire le futur président de la République. À l'approche du scrutin, des manifestations ont éclaté hier dans plusieurs villes du pays. Les prestataires réclament le départ du président sortant Yoweri Museveni, candidat à sa propre succession. Ils affichent leur soutien à Bobi Wine, figure de l'opposition ougandaise et candidat à l'élection présidentielle. Les manifestants dénoncent la gouvernance du chef de l'État, les enlèvements signalés dans le pays, ainsi que la longévité de son pouvoir exercé depuis près de 40 ans. Le ministre israélien des Affaires étrangères en visite au Somaliland depuis mardi, une présence qui continue de provoquer de vives réactions. 3 jours plus tard, 22 États membres de l'Organisation de la coopération islamique ont condamné dans un communiqué conjoint la reconnaissance du Somaliland par Israël. L'État hébreu l'a annoncé fin décembre 2025. Israël est ainsi le premier pays à établir des relations diplomatiques avec cette république autoproclamée qui s'est séparée de la Somalie en 1991. Et au même moment en France, Sébastien Lecornu a demandé au ministre de l'Intérieur de préparer l'organisation d'éventuelles élections législatives aux dates des municipales et les 15 et 22 mars, une demande qui survient après l'annonce par le Rassemblement national et la France insoumise du dépôt de mentions de censure, notamment en réaction à l'adaptation du traité de commerce avec le Mercosur par les États-Unis, membres de l'Union européenne. Les 2 textes devraient être débattus entre mardi 13 et mercredi 14 janvier prochain. Mais en cas de succès de ces motions, la chute du gouvernement serait suivie d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Retour à Bamako pour parler de la 14e session ordinaire du comité de pilotage de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou qui, au compte de l'année écoulée, a fait une production de viande de 7605 tonnes, toutes espèces confondues. On note également la vente de plus de 300 tonnes de sous-produits d'abattage. Bien que la quantité de production soit satisfaisante, ils ont eu à faire face à quelques difficultés. C'est ce que nous dit Tchemoko Kounate dans ce compte-rendu. Des employés s'activant au lavage des lieux, d'autres s'attelant à l'évacuation des débris. Nous sommes à l'abattoir frigorifique de Sabalibougou, une structure qui dispose des meilleures conditions d'abattage en vue de proposer de la viande de qualité à la population. Ainsi se résume le fonctionnement de l'établissement, expliqué dans les moindres détails au ministre des tutelles au cours d'une visite. Visite qui se tient dans la mouvance de la 14e session du comité de pilotage. Occasion pour Youbaba de faire un aperçu des réalisations faites au courant 2025 pour impulser une nouvelle dynamique à la structure. L'abattoir frigorifique de Sabalibougou a produit 7605 tonnes de viande en 2025, toutes espèces confondues, et vendu 303 tonnes de sous-produits d'abattage. Des matériels et équipements acquis sur ressources propres, parmi lesquels la construction de 2 hangars métalliques avec crochets pour l'abattage et l'habillage de petits ruminants. La construction du mur de clôture de 193 mètres linéaires. La construction d'une rampe de débarquement des bovins, le tout
se chiffre à 532 984 000 francs CFA. Ces réalisations d'envergure qui découlent de la volonté des autorités de moderniser l'établissement se verront renforcées courant 2026, rassure le ministre Ba. La construction d'un dispositif de traitement des eaux usées, la réhabilitation et l'extension de la chambre froide, la dotation en matériel et petits équipements comprenant des scies, des tables de découpe, des brouettes et des chariots. Les prévisions budgétaires s'élèvent à 534 891 600 francs CFA en recettes et en dépenses 531 241 835 francs CFA. Ce qui illustre à suffisance la bonne santé de l'établissement qui ne doit cependant occulter certaines contraintes. Il s'agit par exemple de la panne de certains équipements, des coûts élevés des intrants indispensables au fonctionnement de la chaîne d'abattage et surtout de la coupure intempestive d'électricité qui devra connaître un début de solution grâce à l'installation très prochaine d'un système solaire photovoltaïque. Autre résolution prise cette fois-ci par les acteurs de l'éducation, car le développement d'un pays passe par un système éducatif solide. Face à la crise sécuritaire qui fragilise l'école dans certaines parties du Mali, ces acteurs décident d'unir leurs efforts. Ainsi, la première réunion du comité de pilotage régional du projet soutenu par la coopération suisse marque le lancement officiel d'une gouvernance stratégique au service des enfants affectés par le conflit. Agibou Koulibaly nous en parle. Le projet vise à améliorer l'accès à une éducation de base de qualité dans un environnement sûr et protecteur au profit des filles et des garçons des régions de Mopti, Badiangara, Douanza et Tombouctou pour la période 2025-2029. Brahima Sanogo, directeur de l'Académie d'enseignement de Badiangara. Un projet ambitieux de 4 ans qui va permettre d'assurer une protection des enfants, notamment des filles et des garçons, à travers ces axes d'intervention. Nous avons dans le projet 4 axes d'intervention. L'axe de la coordination, l'axe de l'accès, un axe axé sur la qualité, un 4e axe axé sur la gouvernance. Cette première rencontre a permis d'installer officiellement le comité de pilotage, de présenter les objectifs et résultats attendus du projet, de faire le point sur l'état d'avancement des activités et de définir les mécanismes de suivi, de communication et de prise de décision. Wali Konaté, coordinateur du projet. Ce comité de pilotage constitue un cadre essentiel de concertation, d'orientation stratégique et de redevabilité. Il permettra d'assurer une mise en œuvre coordonnée, efficace et alignée sur les priorités des autorités et les besoins réels des communautés bénéficiaires. Colonel-major Olivier Diassana, gouverneur de la région de Bandiangara. La mise en place de ce comité de pilotage traduit notre volonté commune à renforcer la coordination, la concertation et la gouvernance autour des actions humanitaires et de développement mises en œuvre dans la région de Badiangara. Elle marque une étape importante dans la structuration d'un cadre stratégique inclusif, destiné à assurer une meilleure synergie des interventions et un alignement effectif sur les priorités nationales et régionales. En posant les bases d'une gouvernance inclusive et proactive, le comité de pilotage s'affirme comme un outil clé pour transformer l'engagement des partenaires en résultats concrets au bénéfice d'une école plus sûre et plus résiliente dans les régions affectées par le conflit. 13h passées de 15 minutes. Toutes mes excuses avant la page sport. Je le disais au sommaire, Washington et Caracas envisagent de renouer leurs relations diplomatiques qui avaient été rompues en 2019 dans diverses déclarations. Hier, les dirigeants des deux pays ont admis vouloir opérer un rapprochement diplomatique matérialisé par la visite d'une délégation de diplomates américains à Caracas. CAN Maroc 2025, hier lors de la première rencontre des quarts de finale, le Sénégal est venu à bout du Mali par un score d'1-0. Les deux derniers quarts de finale se jouent ce samedi entre l'Algérie et le Nigeria à 16h et à 19h, la Côte d'Ivoire et l'Égypte s'affrontent. Famourou Djourté nous fait le point de l'actualité sportive. La grande affiche des quarts de finale de la CAN 2025 mettra aux prises ce samedi 10 janvier 2026 à 16h l'Algérie et le Nigeria. C'est le stade de Marrakech qui abritera ce classique du football africain. Par le passé, les deux pays se sont affrontés à 22 reprises. L'Algérie a remporté 10 duels contre 9 victoires nigérianes pour 3 matchs nuls.
Le dernier quart de finale sera largement au niveau des 3 autres, puisqu'il opposera ce soir à 19h la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, à l'Égypte, qui détient le record de victoires en phase finale avec 7 trophées. Un choc à l'issue incertaine. Hier vendredi, le Maroc a livré son meilleur match depuis le début de la compétition et a largement dominé le Cameroun 2-0. Brahim Diaz et Saïbari ont marqué pour le Maroc. Ils permettent ainsi à leur équipe d'atteindre le dernier carré de la CAN depuis 2004 en Tunisie. Face au Mali, le Sénégal, favori de la compétition avec le pays hôte, lançait les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations à Tanger ce vendredi 9 janvier. Les Sénégalais ont tenu leur rang en venant à bout des Maliens par 1-0 et filent en demi-finale où ils affronteront le vainqueur du match entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal. Il faut féliciter à l'équipe du Mali, même à 10, ils nous ont posé d'énormes problèmes. Après, nous, on a su gérer et aussi, si on regarde vers la fin, si on était plus lucide, on pouvait aussi mettre à 2 ou 3-0. Et maintenant, la chose la plus importante est de se qualifier. On est passé au prochain tour. Tom Saint-Fit, sélectionneur du Mali. Je suis naturellement pas content avec les défaites. Je pense au début, le Sénégal est mieux que nous. Mais on encaisse un but pas nécessaire. C'est une faute individuelle de joueur qui a joué très bien après, parce que le gardien a fait un très bon match, des bons parades, des bons saves. Mais le petit faux, c'est le but. Après le carte rouge pour mon capitaine, une décision correcte de l'arbitre. Pour moi, c'est carte rouge, c'est un deuxième carte jaune. C'est un faux pas nécessaire juste avant le mi-temps. J'ai dit aussi au mi-temps à l'arbitre, c'est une décision correcte. Mais ça crée des difficultés. C'est le 3e match derrière l'autre qu'on joue avec 10 contre 11. Premier mi-temps, carte rouge comme contre Tunisie. Et on ne peut pas prendre des risques plus vite parce qu'avec un joueur en moins, prendre des risques, quand c'est 2-0, c'est fini. On sait ça. On a balancé entre attendre un peu, step by step, prendre des risques. Et les dernières 10 minutes, on a fait tout pour égaliser. Et je peux seulement être fier de mon équipe. Le Mali s'arrête encore en quart de finale de la CAN, comme lors de la précédente édition en Côte d'Ivoire. Championnat national de Ligue 1 professionnel du Mali pour terminer. La 8e journée débute ce samedi avec 4 rencontres au programme. À 16h au stade Ouazin Koulibaly, le FC Diarra défiera l'AS Real. Juste après à 18h, les 11 créateurs de Niarelas seront opposés. À 16h, cette fois au stade Momodou Konaté, l'USFAS jouera contre le Djoulouba C. Au même moment, au stade Moussa Diakité Théa de Bougouni, l'US Bougouni accueillera le stade malien de Bamako. Suite et fin demain dimanche avec les matchs FC Malikoura US Bougouba et Binga FC Association sportive de Krofna au stade Ouazin Koulibaly et AS Bakaridjan de Baraouli Afrique Football Elite à 16h au stade Momodou Konaté. Voilà, 13h passées de 20 minutes, c'est ce qui met fin à cette édition qui vous a été servie par Absé Traoré à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Abdoulaziz Koulibaly. Au micro, je suis Fatou Djabi, le tout sous la supervision de Bourama Traoré. Au plaisir de vous retrouver très vite sur Radio Mali. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous.